Le journal. Vendredi 14 octobre 2022, Madame, Messieurs, il est 19h sur Mandico Télévision et c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette grande édition, mais avant tout, place au titre. Le journal. Deux bus Transco pour faciliter les déplacements et la circulation de personnes ainsi que leurs biens dans le province du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud-Ubangui. C'est le ministre de Transport qui les a livrés au gouverneur de ces entités. Toutes les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa seront démolies coûte que coûte. Telle est la décision des autorités de la ville. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila et son vice Gérard Moulumba ont été à l'œuvre au cimetière de Kinsuka après Kingabwa. La saison de pluie est de retour avec les menaces de dégâts et sinistres pour les Quinoises et Quinoises. Qu'en est-il de prévention? Tentative de réponse dans ce journal. C'est tout pour le titre. Bienvenue à cette grande édition, Madame, Messieurs. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie était au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et les diplomates turcs en RDC. Les deux hommes se sont mis d'accord pour la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire RDC et Turquie. Reportage de Martin Kaimbe. Les parlements restent un cadre très important pour la classe politique turque. Cette affirmation est de l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo, juste après sa rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Marat Oulkou a aussi indiqué que sa tête-à-tête avec les speakers de la Chambre basse était une occasion pour présenter un état de lieu de la coopération entre les deux États en général et dans le domaine parlementaire en particulier, raison pour laquelle il y a urgence de créer un groupe d'amitié RDC-Turquie. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de me présenter à Monsieur le Président. Et c'était aussi une belle occasion pour faire un peu les états des lieux vis-à-vis de notre coopération, en particulier dans le domaine parlementaire, parce que, comme vous le savez, à l'ère moderne, ce n'est pas seulement les diplomates qui mènent les activités de coopération, en particulier les parlementaires. Les parlements sont très importants parce que pour engager les peuples, nous devons toujours avoir le soutien des parlements, et dans ce cas-là, bien évidemment, en exerçant mon mandat, j'aurai le besoin d'un soutien continu de la part de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, un aspect très important pour nous, c'était de trouver les meilleures façons d'accroître la coopération entre les deux parlements. Et j'ai informé l'honorable président qu'en 2018, le côté turc a déjà créé un groupe d'amitié interparlementaire Ankara, à notre grande Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui j'ai suggéré à l'honorable président que le côté congolais aussi puisse suivre ce pas. Alors nous aurons la chance de animer un peu, n'est-ce pas, ce volet parlementaire. Cette rencontre entre les deux hommes leur a permis de faire la ronde de toutes les questions en bilatéral comme en multilatéral. Le ministre de Transport et Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende, a présidé le jeudi 13 octobre 2022 la cérémonie de convoi de 20 bus Transco vers le province du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud-Ubangui. Cette opération a eu lieu au port de la SCPT ex-Onatra de Kinshasa pour le bus du Sud-Ubangui et à Lansele pour ceux de Kasaï qui emprunteront la voie routière. Reportage de Muriel Monsa. Au total, 20 bus Transco expédiés à raison de 5 par province, notamment les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et le Sud-Ubangui, qui vont donc permettre aux populations locales de voyager dans de bonnes conditions. Les patrons de transport ont martelé que cette remise de bus rentre dans le cadre d'une des missions lui confiées par le gouvernement et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en personne, pour désenclaver le pays et aussi mettre en œuvre le caractère national de Transco. De suivre le mot d'ordre, les slogans
qui a été légué à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par feu Étienne Tshisekedi en disant « le peuple d'abord ». Au niveau du ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, nous avons une lecture de ce slogan du peuple d'abord. Cela veut dire en prime, partout où il y a un citoyen congolais. Il faut faire en sorte que on crée des conditions d'une vie, si pas très radieuse, mais quand même tenable et honorable. Le ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende, a remis le clé aux représentants de chacune des provinces, c'est-à-dire le gouverneur, auquel il a demandé à un usage responsable de ces bus. Lorsqu'il avait plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier les responsabilités au ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, la société commerciale de transport et de port était en profonde détresse. Nous avions dit au personnel de la SCTP, il faut croire en la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et suivre méticuleusement les orientations que nous allons vous donner et ça va redonner vie. Notons que la cérémonie a vécu une grande participation dans la présence particulière de plusieurs personnalités de provinces concernées. Et puis, premier bénéficiaire de bus Transco, les gouverneurs de province, un élu du Kasaï et les DG de Transco ont loué le geste du gouvernement. Pour eux, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de se souvenir des populations du Grand Kasaï et du Sud Ubangi. Suivez, ils sont au micro de Muriel Monsa, une fois de plus. Cette dotation est très importante lorsqu'on sait que nous sommes une province enclavée et ne dispose même pas d'un système de transport en commun organisé dans son chef-lieu. Nous allons travailler ensemble avec l'équipe Transco au niveau de la province pour que ces bus nous aident la population à se déplacer de manière sécurisée. Hier, parents pauvres, aujourd'hui le soleil luit vers le Grand Kasaï. Enfin, la population du Grand Kasaï va se déplacer autrement. C'est-à-dire que le chef de l'État a un regard attentif, lequel regard est entretenu par ses collaborateurs. C'est vrai, le Kasaï est servi, le Kasaï central est servi, le Kasaï oriental est servi. Mais Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le DG, souffrez que je sois encore plus exigeant. Il y a la Lomami et le Sankourou qui ne sont pas encore servis. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Ministre, prenez à cœur la demande que je formule pour mes frères et sœurs de la Lomami et du Sankourou. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé au lancement de l'atelier de la revue conjointe à mi-parcours du secteur de l'éducation. Tony Mwaba a exhorté le participant à réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour de meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation. Martin Kayembe était là pour le compte de Mondico Télévision. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier sur la revue conjointe à mi-parcours, secteur de l'éducation, vont réfléchir sur les stratégies sectorielles de l'éducation à mettre en place pour des solutions à des obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur de l'éducation. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a dans son mot d'ouverture fait des recommandations claires de la mise en œuvre sectorielle et actions prioritaires d'ici 2025. Le défi le plus important est certes celui du financement du secteur. La politique de la gratuité, la mise en œuvre de la réforme LMD, indispensable pour moderniser notre système universitaire, la redynamisation de notre système de formation professionnelle, ainsi que l'appui nécessaire au programme d'alphabétisation, nécessitent certes des dépenses importantes. Mais il s'agit de dépenses nécessaires si nous voulons véritablement mettre notre pays sur les chemins du développement.
Mesdames et messieurs, beaucoup d'autres défis restent à relever. Les différents exposés et les ateliers programmés au cours de ces jours seront autant d'occasions de les aborder et les mettre en exergue. Il faut noter que depuis l'adoption de la stratégie par les gouvernements, des efforts et réformes ont été accomplis dans l'optique de redynamiser le secteur de l'éducation. Dans un autre registre, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dit dans la soirée de mercredi 12 octobre à Bandundu une messe pour la paix et la réconciliation du peuple Akwamut dans la province du Maïndombe. Au cours de cette messe, il a appelé les autorités du pays à restaurer l'autorité de l'État dans ce coin, car selon lui, l'État est absent à Akwamut. Viningali pour le commentaire. La partie ouest de la République démocratique du Congo fait face depuis un certain temps au conflit entre deux communautés, à savoir le Téké et les Yaka, une situation préoccupante qui laisse à désirer car ces deux communautés vivent en symbiose depuis des siècles. Préoccupé par la situation, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dit dans la soirée de mercredi 12 octobre à Bandundu une messe pour la paix et la réconciliation des peuples Akwamut dans la province du Maïndombe. Au cours de cette messe, il a appelé les autorités du pays à restaurer l'autorité de l'État dans ces coins, car selon lui, l'État doit faire quelque chose pour trouver la solution. Ma visite à cette communauté a été un moment de grand réconfort moral, spirituel pour un peuple qui souffre, un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer, parce que ça peut avoir des conséquences au-delà. Pour le prince de l'église catholique, Kwamut, c'est la porte de Kinshasa. Si l'on ne prend pas garde, redoute-t-il, c'est la ville de Kinshasa qui sera emportée. N'oublions pas que Kwamut, c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Tout ce qui est navigation sur le fleuve, toutes les eaux du pays passent par Kwamut, soit par le fleuve venant du nord, soit par la rivière qui ramasse toutes les eaux du Kasaï, de Kwilu, de Kwango, etc., ou du Maïndombe. Tout ça, ça passe par Kwamut. Et s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. À noter qu'avant cette messe, l'archevêque de Kinshasa a visité les déplacés des Kwamut logés sur les sites d'hébergement de Malébo à Bandundu. Il leur a apporté une assistance humanitaire constituée des vivres et autres produits non alimentaires. Une brève dans ce journal, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a reçu en audience le jeudi 13 octobre le ministre d'État belge André Flao, qui était accompagné du président du Parlement au bruxellois. Les échanges ont tourné autour de plusieurs projets de coopération, notamment dans le volet sécuritaire et entrepreneurial. Cette visite des officiels belges vient démontrer une fois de plus la volonté et la détermination de la Belgique d'accompagner la RDC, avec en particulier la ville de Kinshasa, assez développée. Et puis, les autorités urbaines de la ville de Kinshasa ont lancé une opération de démolition de constructions anarchiques à travers la ville-province de Kinshasa. Après Kingabwa, dans la commune délimitée, les constructions sur le site de Kintsuka n'ont que jusqu'à mercredi pour être démolies, a averti Gentini Ngobila, et ce, sans aucune indemnisation. Reportage. Les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila et Gérard Moulumba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa, ont résolu d'en découdre avec les auteurs de ces tristes phénomènes. Lors d'une descente au cimetière de Kinsuka dans la commune d'Ngalima, ils ont fait un constat amer de l'irruption de plusieurs maisons d'habitation sur le site de ces cimetières,
profanant ainsi le tombe. L'autorité urbaine a ainsi décidé de la démolition dès le mercredi prochain de toutes ces constructions. Jean-Tini Ngobila a pour ce faire instruit son conseiller technique, la ministre provinciale des Affaires foncières et urbanisme, ainsi que le chef de division des Affaires foncières à travailler d'arrache-pied pour déterminer le périmètre initial de ces cimetières. À l'en croire, aucune indemnisation ne sera faite en faveur de ceux qui ont construit sur ces sites. Et que toute personne qui oserait réclamer quoi que ce soit sera arrêtée pour profanation du lieu de repos de mort. Ce sont là les avertissements du premier citoyen de la ville. Et de rappeler aux Quinois que cela fait exactement 7 ans depuis que ce cimetière est fermé. La désaffectation du cimetière ne peut intervenir que 50 ans après l'inhumation du dernier corps. Les patrons de la ville ont aussi interpellé le chef coutumier sur leur devoir de protéger le terre et non de les vendre parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Il est à noter que cette opération de démolition des constructions anarchiques se poursuivra sur d'autres sites, notamment au cimetière de Kasavubu, qui lui aussi n'a jamais été désaffecté. En société, le quartier Mbala, dans la commune de Sélémao, menacé de disparition de suite d'une érosion qui date de plus de 3 ans déjà. Impuissants devant le drame causé par ces fléaux, les occupants de ce coin ont réagi au micro de Jocelyne Massiala et Vitim Pansou. On espérait voir ces situations résolues, vu différentes descentes effectuées ici par les autorités qui avaient fait venir les Chinois pour le début des travaux. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à présent. Les pluies ont commencé. Je ne sais prendre les précautions, ni même pour déménager d'ici, par manque de garanties locatives. Je demande au président de la République de songer à nous. Qu'on nous trouve la solution. Cette érosion trouble notre quiétude. Moi, par exemple, j'ai perdu ma mère à cause de cette érosion. Cette érosion ici ne débute pas aujourd'hui. Ça date de 3 à 4 ans. Mais nous n'avons aucune solution. Seulement, au début des pluies, ils ont commencé à jeter des immondices ici. Je ne vois pas la solution vraiment. Alors, l'autre fois, nous avons vu les Chinois venir ici avec toute intimidation. Ils ont entré dans les fossés et voir tout consort. Mais nous voyons aucun résultat. Poursuivons ce journal, madame, messieurs. Voilà que la saison de pluie qui a pris du retard commence à se livrer compte tenu des conséquences qu'elle apporte chaque année en sinistres et désolation. On se demande si les autorités ont pris de dispositions pour prévenir les éventuels malheurs, pour sauver de vies et l'environnement de mauvaises surprises et fatalités. Suivez cette réflexion que vous propose la rédaction. La saison de pluie à Kinshasa n'est plus synonyme de bénédiction car la présence des eaux provoque de nombreux dégâts et malheurs dans plusieurs quartiers de la ville. Dès que le ciel s'assombrit, tout le monde songe à tous les risques imprévus et se précipite de prendre quelques dispositions à prendre. La ville ne présente plus des conditions de mieux canaliser l'écoulement de ces eaux qui débordent et bousculent l'environnement et l'habitat précaire des habitants de Kinshasa. Des années passent et les mêmes causes produisent les mêmes effets. On sait qu'avec les pluies qui vont augmenter en novembre et décembre, plusieurs quartiers seront sinistrés et frappés par la rigueur des eaux brutales. Alors, qu'en est-il de la prévention et précaution que le pouvoir public devrait prendre face à cette menace connue et quasi traditionnelle? Jusque-là, rien ne paraît avoir été prévu lorsqu'on regarde le spectacle dans nos communes où le décor des infrastructures n'a pas changé. Les immondices surabondent, les caniveaux sont déjà bouchés, bref, on est loin d'une issue favorable. Ainsi, il serait mieux de sauver des vies en amont que de les pleurer en aval parce que rien n'a été fait pour les protéger. Ainsi, il serait mieux de sauver des vies en amont que de les pleurer en aval parce que rien n'a été fait pour les protéger. Aussi, les infrastructures de la ville de Kinshasa sont vieilles et les nouvelles constructions ne respectent pas les normes pour la plupart, d'où une réglementation urbanistique révolutionnaire et courageuse s'impose pour freiner les constructions anarchiques et mal conçues afin de créer des nouvelles canalisations. Comme ça, on est sûr de réellement servir notre environnement, notre habitat et nos populations. Changeons de cap, plus de peur que de mal dans le chef de consommateurs de carburant. Le service du ministère des hydrocarbures assure et confirme qu'il n'y aura pas de pénurie des carburants, contrairement à ce qui se propage dans les réseaux sociaux et autres formateurs de fausses informations. Explication du sujet dans cet aperçu de la rédaction. Regardez.
Il n'y aura pas de pénurie de carburant, assure et confirme officieusement les services concernés du ministère des Hydrocarbures pour couper court aux informations relayées dans les réseaux sociaux selon lesquelles le retard que prend le gouvernement central à liquider plus de 200 millions de dollars aux sociétés pétrolières risque de provoquer une prochaine crise de carburant dans les stations-service de la capitale. Les témoignages à l'origine de ces inquiétudes relèvent par le constat de la fermeture avant l'heure de certaines stations-service, pendant que d'autres ne vendent pas, lorsque la présence des files d'attente se remarque encore dans plusieurs autres. C'est en fait ces irrégularités dans la vente de carburant au public qui génèrent ce mauvais climat de suspicion et de méfiance entre, d'une part, les consommateurs et les fournisseurs de carburant, et d'autre part, l'État et la corporation des sociétés pétrolières privées qui se veulent assurer de rentrer dans leurs droits financiers pour disponibiliser convenablement, c'est-à-dire à des coûts harmonisés avec l'appui du gouvernement, la vente du carburant aux consommateurs. Encore une brève dans ce journal, le méga contrat du siècle, mine contre infrastructure signé pour 9 milliards de dollars américains entre la RDC et de multinationales de la Chine en 2008 a déjà subi 2 audits concernant ce volet infrastructure et mine. Au regard du déficit de réalisation effectué au niveau des engagements attendus, des avantages et désavantages de la part et de part et d'autre, voulais-je dire, de deux parties, plusieurs raisons poussent à devoir revoir certaines clauses de ces contrats jugés déséquilibrés. On apprend que l'inspection générale des finances s'est saisie de ce dossier pour pouvoir en sortir les tenants et les aboutissants. Place à présent à la revue de presse que nous raconte le journal paru ce vendredi 14 octobre 2022 à Kinshasa. On va le savoir dans cette revue quotidienne que nous en fait la rédaction. Regardez. L'actualité en RDC brûle de tout bois, mesdames et messieurs. Tricherie lors du concours des nouveaux magistrats, s'écrit la prospérité. Le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, alerte Madame la ministre de la Justice Rose Mutombo et exige des enquêtes. Selon l'article, il y aurait eu des cas de tricherie très flagrants. Le CALCC demande donc à la ministre de tutelle de donner des éclaircissements sur la suite. Le potentiel, lui, se rapporte à la prise de fonction du nouveau chef d'état-major de FRDC. Le lieutenant-général Christian Chiwewe, dont, rappelle l'article, des défis nombreux l'attendent, notamment le moral des troupes et l'intégrité territoriale plus particulièrement. Le phare, pour sa part, va plus loin en écrivant la face cachée des Tutsis. Cela pour démontrer le plan machiavélique de ces Rwandais prêts à tout pour infiltrer la RDC. Le phare part d'une réflexion de l'ancien journaliste Kebe Kimpele qui s'argue sur la mentalité rusée des Tutsis qui veulent tuer à petit feu l'unité congolaise. C'est ce que l'on va voir. Terminons avec le casse-tête qui attend le nouveau DG de la SNEL. Selon le journal qui cite la signature du projet Pépure M6, projet devant électrifier 8 communes de la capitale et que le comité sortant a très mal géré, décrit le journal. Affaire à suivre, c'est tout pour les journaux, mesdames et messieurs. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. De bus Transco pour faciliter les déplacements et la circulation de personnes ainsi que leurs biens dans le province du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud-Ubangi. C'est le ministre de Transport qui les a livrés au gouverneur de ces entités. Toutes les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa seront démolies coûte que coûte. Telle est la décision des autorités de la ville. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila et son vice Gérard Moulumba ont été à l'œuvre au cimetière de Kinsuka après Kingabwa. La saison de pluie est de retour avec les menaces de dégâts et sinistres pour les Quinoises et Quinoises. Qu'en est-il de prévention? Tentative de réponse dans ce journal. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, bon début de week-end sur Mandiko Télévision.